Laurence Godin-Tremblay, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Salut Antoine. Alors, il n'y a pas un jour qui passe là, sans qu'on entende parler d'intelligence artificielle, spécialement depuis la sortie de ChatGPT là, en novembre 2022. Mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? Et à plus forte raison, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle d'intelligence? Hein? Pour répondre à cette question-là, j'aurais aimé inviter un neurologue, mais ces gens-là sont occupés, à la différence des philosophes. Ils ont beaucoup de loisirs, les philosophes. C'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pensé recourir à tes services. Ça coûte moins cher qu'un neurologue aussi. Oui, c'est vrai. Comment un philosophe peut aborder la question de l'intelligence à la différence d'un neurologue, par exemple? C'est une très bonne question, Antoine, parce que à première vue, quelqu'un pourrait dire non, c'est pas tellement intelligent, justement, d'inviter une philosophe pour parler de l'intelligence, encore moins une philosophe enceinte et éventuellement fatiguée. mais en fait, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée d'inviter une philosophe. Puis une philosophe, bon, moi, je dirais... je vais m'attribuer le titre de philosophe, comme ça veut dire simplement qui aime la sagesse. Là, ça reste un terme humble. Mais moi, je suis quelqu'un qui se met à l'école aussi de deux plus grands philosophes que moi, deux sages, Aristote et Thomas d'Aquin. Donc, Aristote qui est mort il y a 2000 ans, Thomas d'Aquin qui vivait au Moyen-Âge. Ça fait loin, hein, on a l'impression, pour parler de l'intelligence. Les gens étaient intelligents à cette époque-là? C'est ça. Hein, à comparer de nos neurologues ou des choses comme ça, on pourrait dire que c'est pas tellement pertinent. Sauf que nous, philosophes, malgré ce que les gens disent, il y a quand même une force qu'on a parce que, contrairement aux neurologues, contrairement aux médecins, contrairement aux biologistes ou des choses comme ça, on va poser la question « Qu'est-ce que l'intelligence? » Puis effectivement, qu'est-ce qui caractérise une intelligence? Quels sont les actes qu'elle pose? Puis ça, on va le faire non pas en disséquant un cerveau, parce que de toute façon, si vous regardez, ils n'ont pas trouvé la pensée là, dans notre cerveau, ils n'ont pas réussi à dire où elle est et comment ça marche. Donc, moi, j'ai pas besoin, je vais pas disséquer le cerveau, comme Aristote n'a pas disséqué ça. Ça ferait des bonnes images, par contre, là, ça pour serait vraiment, ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. À la radio, ça serait moins plaisant. C'est vrai. Mais, on aurait les bruits, peut-être. Mais je vais partir simplement de l'expérience commune. Fait que ça, c'est plaisant. À tous nos auditeurs, là, c'est l'expérience que vous avez d'être intelligent, même toi, Antoine. C'est ça qui m'étonne. D'abord, que tu sois ici pour nous parler d'intelligence, mais que tu nous fasses confiance à notre intelligence assez pour nous résumer ce que c'est que l'intelligence en une vingtaine de minutes. Il y a un pari là-dedans. Ben, c'est que c'est, au fond, très simple. Quand je dis que c'est de l'ordre de l'expérience commune, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas partir des êtres qui ressemblent le plus aux philosophes? Alors, ces êtres-là, c'est les enfants. Hein, parce que les enfants et les philosophes, c'est pareil. De un, ça tape sur les nerfs. De deux, ça aime pas travailler. Mais de trois... Ça parle tout le temps. De trois, ça parle tout le temps. Et ça pose des questions. Ça s'étonne de tout. Pourquoi? Exactement. Toi, Antoine, tu as des enfants. J'imagine que tu connais les questions que posent toujours les enfants. Tous philosophes, mes enfants, ouais. Moi, quand je me suis en auto avec mon fils de 3 ans, ce n'est que des questions. Hein. C'est quoi ça, maman? Une grue. Pourquoi il y a une grue? Ben, pour faire de la construction. C'est quoi et qui construisent? Non, mais c'est facile, tu réponds toujours, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ouais, mais là, tu sais, attention, parce qu'il est un peu plus, puis il va te demander c'est quoi Dieu, comme demandait Thomas d'Aquin, d'ailleurs, quand il était enfant. Donc, les enfants posent, si vous êtes attentifs, deux questions. Qui reflètent bien, en fait, l'intelligence. Je vais m'attarder sur ces questions-là. Il pose la question « c'est quoi? » constamment. Hein? L'autre jour, mon mari était à une conférence. Ben, c'est quoi une conférence? C'est ce qui arrive spontanément dans la bouche d'un enfant. Et, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Hein? Ça, les pourquoi, on en entend. Même que l'autre jour, mon fils, de 3 ans encore, me dit « Maman, pourquoi je demande tout le temps pourquoi? » Ça, c'est méta, hein? Ça, c'est vraiment méta. Mais c'était une bonne question. Pourquoi je demande tout le temps pourquoi? Je lui ai dit parce que tu désires naturellement savoir. Puis tu es un être intelligent. Mais une intelligence... Première phrase de la métaphysique, Première phrase de la métaphysique d'Aristote. Tu es un être intelligent puis qui veut apprendre parce que tu as tout à apprendre. Là, il s'est mis à me réciter l'alphabet. Bon, fait que c'était un peu moins intéressant comme conversation, mais... Mais voilà, le c'est quoi et le pourquoi. Puis je voudrais commencer en regardant qu'est-ce que ça veut dire, cette question-là, c'est quoi, puis qu'est-ce que c'est, puis comment ça montre qu'on a une intelligence quand on pose cette question. Alors là, tu poses la question, qu'est-ce que c'est, demander qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Hein? Exactement. Ça aussi, c'est méta, hein? Ça aussi, ça fait philosophe. Ouais, c'est ça. C'était la question préférée de Socrate, hein? Quand on lit les dialogues de Platon. C'est ça que faisait Socrate, il se promenait partout, puis il demandait c'est quoi le beau, c'est quoi le courage, etc. Mais c'est une question fascinante parce que c'est là qu'on découvre cette faculté spéciale qu'est l'intelligence. Parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui me permet de savoir c'est quoi un être humain, par exemple?
Est-ce que c'est à travers mes yeux que je vois ce qu'est un être humain, la définition d'être humain, ou encore la définition d'un triangle ou d'un divan, etc. Est-ce que c'est mes yeux qui me permettent de voir c'est quoi Antoine? Bon, certains pourraient penser que oui, mais à strictement parler... Les gens qui nous écoutent à la radio ou juste en audio sur un podcast, ils ont accès à moi, pas par l'image, mais par le doux son de ma voix, quand même. Oui, c'est ça. C'est un autre sens. C'est un autre sens. Mm-hmm. Est-ce que aussi c'est par le son qu'on perçoit le c'est quoi des choses? Par le son que je suis capable de reconnaître l'humanité de quelqu'un, tout ça. Pas seulement, mais on sent que ça part de là d'une manière. Ça part de là, ce sont des signes, mais c'est pas simplement en percevant, en voyant quelque chose que vous allez savoir c'est quoi. D'où, de fait, on voit quelque chose. Oui, je le vois, je vois les couleurs puis tout ça, mais je sais pas encore c'est quoi. D'où les questions après ça des enfants. Donc, qu'est-ce que fait ma vue, au fond? Ben, ma vue, elle aperçoit des couleurs. C'est ça qu'elle fait. Puis après ça, mon ouïe, elle entend des sons. Mon odorat perçoit des odeurs. Puis est-ce qu'avec le goût, je goûte le c'est quoi des choses? Si je lèche le divan, est-ce que je vais goûter la divanité du divan? Tu vas goûter un je ne sais quoi. Je vais goûter un je ne sais quoi. Là, surtout, ça dépend qui était assis dessus. Mais ça aussi, ça ferait des bonnes images, oui, Laurence. Mais oui, continue. Donc, quand on regarde ça, finalement, on se rend compte que chaque sens a son objet propre. La vue, c'est les couleurs, l'odorat, c'est les odeurs, etc. Mais aucun de ces sens-là ne nous permet d'arriver à la définition, par exemple, de l'être humain. Bon, classiquement, on dit l'animal raisonnable. Ou la définition du triangle, une figure à 3 côtés, etc. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui, en moi, quelle faculté de connaissance arrive à connaître cet objet-là? Puis là, c'est là qu'il faut un peu plus se rapprocher de l'objet pour comprendre. Aristote avait un principe que si tu veux connaître les facultés de connaissance, il faut que tu remontes aux opérations puis ensuite aux objets. C'est-à-dire, c'est ça, quel type d'objet je suis en train de connaître. Puis le c'est quoi? C'est vraiment un objet bizarre, si on y pense, là. Le c'est quoi d'une chose. Par exemple, être humain. C'est un exercice que je fais des fois avec les étudiants, là, quand je donne le cours de logique. Je leur demande, venez au tableau et dessinez-moi un être humain. En fait, dessinez-moi l'être humain sans que ce soit tel être humain. Parce qu'on s'entend, la définition d'un être humain, c'est ça. Ou si on faisait plus simple, Antoine, si je te demandais, partons d'un exemple encore plus facile là, pour toi. Partons avec les triangles. Mettons, je te dis, bon, la définition d'un triangle, c'est une figure à 3 côtés, t'es d'accord? Puis dans cette définition-là, on ne précise pas si c'est isocèle, scalène ou équilatéral, on dit juste une figure à 3 côtés. Donc si je te disais, viens dessiner au tableau un triangle qui n'est que triangle, le triangle. C'est impossible parce qu'il va être nécessairement un triangle spécifique, non? C'est ça. Là, je vais dire, non, tu t'es trompé, hein, retourne à ta place. Puis là, je vais appeler quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on dessine un triangle, finalement, on est obligé de dessiner tel triangle. Un triangle scalène, équilatéral, etc. Puis même avec telle ou telle grandeur. Même chose pour les êtres humains que tu as demandé à tes élèves de dessiner. C'était nécessairement soit un homme ou une femme ou un grand ou petit. Ou... Si je demandais, prends une photo de l'être humain. Ni telle personne, ni telle personne. Puis là, tu pourrais arriver avec... Ici, j'ai une belle photo de Justin Trudeau, là, Ecce Homo. Là, pourquoi je l'ai choisi? Ben, c'est pas nécessairement que c'est mon politicien préféré, mais moi, je le trouve très joli, là, très bel homme. Là, fait que c'est toujours lui que je prends en exemple. Tu fais partie des nombreuses femmes qui l'ont amené au pouvoir. Un penchant pour Justin Trudeau. Je suis quand même rassuré que tu n'aies pas apporté une photo de Justin Trudeau lors de son combat de boxe. Là, il était torse nu. C'est sûr. C'était moins approprié, mais j'y ai pensé. Quand on regarde ça, ben c'est ça. On n'a pas l'être humain. On a un être humain. Mais on n'a pas, encore une fois, l'être humain en général, celui qui nous servirait à représenter tous les êtres humains. Parce que c'est ça qu'on veut, normalement, avec le « c'est quoi ». Déjà, si tu avais amené une photo, même si c'est impossible, de Jésus-Christ, tu aurais eu au moins l'être humain parfait. Au moins, c'est ça. Ça aurait été déjà ça, mais ça aurait été quand même tel être humain. C'est comme quand Socrate demande à Hippias c'est quoi le beau, puis que Hippias lui répond une belle vierge, une belle jeune fille, là. Ben, Socrate lui dit, ouais, mais tu sais, il y a une belle marmite aussi, une belle peinture, un beau coucher de soleil. En fait, il faudrait que tu me donnes le beau sans que ce soit telle chose. Puis c'est ça qui est difficile. Bon, quelqu'un pourrait dire, je pourrais amener le signe qu'on trouve, ou les toilettes, là, ici, de homme.
C'est déjà mieux, là. Puis vous remarquez que c'est ça l'idée, c'est qu'on veut montrer que c'est universel puis que c'est pour tout le monde. Fait qu'on met moins de détails. T'sais. On va pas mettre des cheveux, on va essayer que ça soit le plus universel possible. Mais même ça, c'est raté. Moi, je me souviens quand j'étais enfant puis que je voyais le signe pour les femmes, je me disais, j'ai pas ma robe aujourd'hui, est-ce que je peux rentrer aux toilettes? Tu t'en retenais. Non, c'est ça. Puis il y avait des accidents. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le problème, c'est que l'universel ne peut pas être représenté. Ça ne peut pas être vu, vous le verrez jamais dans la rue, l'universel, c'est quoi? Vous pouvez pas le représenter, le voir, vous pouvez même pas l'imaginer. Mais on a besoin quand même de l'universel, sinon on pourrait pas se parler aujourd'hui. Comment il y a une contradiction ou un paradoxe là-dedans du fait qu'il est nulle part, mais on en a tout le temps besoin. Exactement. En fait, c'est ça. C'est la porte pour découvrir qu'on a besoin d'une autre faculté. Ça peut pas être les sens externes parce que, comme on a dit, ça ne se représente pas, ça ne se voit pas. Ça peut même pas être ce qu'Aristote appelait un sens interne, comme l'imagination, parce que l'imagination est une prolongation de nos sens externes quand on y pense. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, quand on ferme les yeux puis qu'on imagine des choses, on imagine des choses visibles qu'on a vues, des choses qu'on a entendues, comme quand on a une chanson pognée dans la tête. On pense beaucoup que l'imagination, c'est seulement visuel, mais c'est aussi auditif, c'est aussi gustatif. Hein? Moi, je suis enceinte, je rêve souvent que je mange la nuit. Là. Un rêve, ça vient justement de notre imagination. Puis dans les rêves, on peut rêver à des odeurs, on peut rêver à des saveurs. Moi, toutes les sens souvenirs avec la mémoire aussi. C'est ça. Mais à chaque fois, c'est singulier. Si vous imaginez l'homme, encore une fois, vous allez devoir lui donner des traits précis. À la limite, ça sera comme la photo des toilettes, là, un peu flou puis tout ça, mais ça va toujours être particulier. Donc là, on découvre que notre objet, en fait, cet universel-là, c'est quoi? Il est immatériel et ça prend une faculté de même immatérielle. Et c'est là qu'on parle de logos, on parle d'intelligence. C'est là qu'on découvre cette faculté spéciale que c'est pas pour rien, Laurence, que c'est immatériel. Ouais. Donc, on est loin d'un cerveau ou d'un ordinateur. Exactement. Alors, c'est pas pour rien que le neurologue ne trouve pas la pensée dans le cerveau, c'est qu'elle n'y est pas. Et puis, le raisonnement est super simple. C'est le raisonnement qu'ont fait les philosophes. L'objet est immatériel, il ne peut être saisi que par une faculté de même nature immatérielle. Maintenant, l'objection que j'ai souvent, c'est ça prend quand même un cerveau pour penser, ça prend quand même des sens aussi. Puis ça, c'est pas faux. Aristote, qui disait que l'intelligence était immatérielle, disait aussi que toute notre connaissance vient des sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., et des sens internes aussi. L'imagination est nécessaire pour avoir la pensée. Pourquoi il disait ça? C'est qu'en fait, quand on arrive au monde, on sait rien. Maintenant, c'est quoi, là, les essences des choses, ce qu'est un homme, ce qu'est un triangle, ce qu'est un divan. Si on ne les connaît pas au départ, comment ils vont venir en nous? Comment est-ce que notre intelligence va les saisir? Ça va être à travers les divans singuliers qu'on va rencontrer, les êtres humains singuliers qu'on va rencontrer, qu'on va pouvoir les voir, les percevoir, emmagasiner une certaine expérience. Ça prend plusieurs fois pour, à un moment donné, cerner qu'est-ce qui est essentiel. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on était allé chez Daniel, un ami de mon père, qui avait les cheveux longs. Là, ça m'avait jeté à terre. Là. J'étais perturbée parce que est-ce un homme, est-ce une femme? Quand on est enfant, on n'est pas encore habitué à ce genre de différence-là, puis capable de comprendre qu'un homme ne se définit pas par la longueur de ses cheveux. Donc, ça avait été tout un choc. Là. Sinon, je serais super homme. Hein? Ça serait encore plus homme quand on a moins de cheveux. C'est la même chose aussi, mais Aristote dit aussi, l'aveugle de naissance n'aura jamais le c'est quoi une couleur. Hein? Parce que c'est pas la même chose voir une couleur et savoir c'est quoi une couleur, définir une couleur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'expérience de la couleur. Alors, on aura beau lui expliquer, ça va rien évoquer en lui. Même si l'aveugle arrive avec une définition scientifique, c'est une longueur d'onde ou quelque chose comme ça? Oui, parce que c'est à quelque part, ça c'est un peu une définition, on dit opérationnelle de la couleur, là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut constater quand on fait certaines analyses, certaines expériences, mais c'est pas justement la couleur. C'est ça, c'est pas la couleur en tant qu'on l'expérimente ou en tant que vraiment on l'a vu. Ce serait comme lire une définition de l'amour si j'ai jamais expérimenté le fait d'aimer. Exactement, c'est là que je m'en allais aussi. Là, il faut avoir l'expérience de la chose pour en tirer, pour en abstraire le c'est quoi. Bon, là, avoir une expérience suffisante, comme je disais. Là.
Il reste deux enjeux là, à soulever, Laurence. Prenons le premier, celui des animaux. Là. Ils ont des perceptions, des sens qui leur, disons, qui les nourrissent d'informations. Est-ce qu'ils traitent ça de façon intelligente? Bon, c'est ça la question qu'on pourrait se poser. Nous, c'est facile de nous connaître parce qu'on a l'expérience interne de nous-mêmes. Mais maintenant, je suis jamais dans la tête d'un chat, je suis jamais dans la tête d'un chien. Ça serait toute une journée. mais il y a des signes qui nous montrent que, visiblement, ils n'ont pas l'air de posséder cet universel, ce c'est quoi? Bon, d'abord, ça me scandalise. C'est pas vrai, là, les petits hamsters qui trouvent leur chemin dans les labyrinthes, puis le chien de mon voisin qui est tellement intelligent qu'il reconnaît son maître. Ah, mais pourtant, c'est ça. Si on regarde, nous, mettons, notre capacité à saisir l'universel, c'est ce qui nous rend capable de langage, là, parce que les mots ressemblent un peu à l'universel et s'appliquent à beaucoup de choses, à l'être humain. C'est pas tout à fait la même chose, un mot puis un concept, là, un universel. La preuve, c'est qu'on peut changer de langue puis on pense pareil, là, on peut traduire ou des choses comme ça. Mais on voit que les animaux n'ont pas ça, d'abord. On voit que les animaux sont pas capables de rire, parce que rire aussi, ça implique une certaine saisie dans l'universel. Hein. On saisit comme une espèce d'incohérence. Là. Moi, je donne souvent l'exemple. Tu vas te confesser, le prêtre, il fait un pet pendant ta confession. Il y a comme une incohérence. C'est très spirituel, puis là, c'est très animal. Bon, il y en a qui pourraient s'en attrister, là, mais normalement, c'est comme... Ça fait rire parce qu'on saisit dans l'universel l'incohérence entre... En même temps, c'est incarné, c'est le mystère de l'incarnation. C'est ça, c'est le mystère de... c'est senti comme confession. Mais l'intelligence, c'est lire entre les lignes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lire dans ce cas-là. Bon, puis plein de choses comme ça aussi. La liberté qu'on a, Chesterton donne en exemple, la preuve qu'on saisit l'universel, c'est qu'on peut vouloir... Moi, dernièrement, je voulais m'acheter une fourgonnette. Je voulais pas m'acheter telle fourgonnette. Je voulais pas m'acheter telle autre fourgonnette. Je voulais m'acheter une fourgonnette. Puis là, j'avais le concept en général, puis après, je pouvais choisir. Chesterton voulait ça aussi? Chesterton voulait des fourgonnettes. Lui, il parle plus de l'architecture, en fait. Il dit, regardez comment... excusez-moi, là, j'ai divagué sur les fourgonnettes. Là, je suis là pour te ramener, ouais, ça va. Chesterton, lui, il parlait de l'architecture des différentes maisons par comparaison à, mettons, un oiseau qui fait toujours son nid de la même façon, là, toujours de façon très singulière. Fait que là, toi et ton mari philosophe, vous avez acheté un concept de fourgonnette, c'est ça? C'est ça. Puis nos enfants, c'est des concepts, hein, on les a conçus. Mais si je reviens à l'animal à ce moment-là, ben, c'est que l'animal, au fond, quand on regarde ça, il n'y a rien qui nous donne à penser qu'il saisit le c'est quoi. Là. Ce qu'on constate plutôt, c'est que oui, il y a l'instinct, une certaine habitude, une imagination plus ou moins développée. C'est ce qui fait en sorte qu'on trouve que des animaux sont plus intelligents que d'autres, souvent. Là. C'est une meilleure imagination, une meilleure capacité à assembler, à recomposer des images. Mais il n'y a rien qui donne à penser qu'il est libre, qu'il est intelligent, etc. À l'autre bout du spectre, on a parlé des animaux. Il nous reste 2 petites minutes pour parler des machines. Hein, parce que les machines, à la différence des animaux, n'ont pas vraiment de perception. En tout cas, on suppose que non. Mais traitent ou mettent en relation des concepts, des idées, des formules, des fois aussi abstraites. Est-ce que les machines, pour autant, sont intelligentes? Bon, là, j'ai encore apporté quelque chose pour enfants, là, pour exemplifier tout ça. Là, mais Antoine, sois attentif, ça va t'aider à comprendre. Ça va aider à comprendre. Là, ici, j'ai un boulier, là, gentil, ouais. Un livre de Winnie the Pooh qu'utilise mon fils pour apprendre à compter. Puis je trouve ça assez représentatif de ce que font les machines. Parce que les machines, bon, on ne connaît pas le c'est quoi, ça, vous pouvez être sûr de ça, mais le fait qu'ils calculent autant de probabilités, des choses comme ça donne vraiment l'impression qu'ils sont intelligents. Mais c'est là que, bon, j'en parlerai peut-être moins du pourquoi, là, justement, de cette seconde question. Mais il faut voir que calculer, c'est pas la même chose que raisonner, ce que nous, on fait quand on cherche le pourquoi d'une chose. Pourquoi penser, par exemple, bon, j'ai comme, mettons, au début de ma grossesse, il y a tout le temps un moment, je me demande pourquoi, est-ce que je suis enceinte, pourquoi je devrais penser ça? Puis là, je cherche des signes. Bon, j'ai des nausées, je suis fatigué, etc. Bon, je raisonne pour se trouver une solution. Les machines, eux, calculent. Puis quand ils calculent, ça ressemble un peu à ce boulier-là. Là. Bon, ça, c'est très simplifié, là. Mais dans le livre ici de Winnie the Pooh, là, ceux qui sont à la radio, je vous le décris, là, mais il est écrit, par exemple, 1 + 1 = 2. Donc là, ce que l'enfant doit faire, c'est simplement prendre un pot de miel, le tasser, un autre pot de miel, le tasser. Donc mon fils fait juste regarder 1, il les tasse. Puis à la fin, je lui demande combien il y en a. Puis 2, ça s'est fait tout seul, en fait. Ça s'est fait de façon manuelle, si vous le voyez. Là. Puis c'est la même chose si on tourne la page. Là, il va pouvoir, par exemple... Là, j'ai dit, ben regarde... c'est beaucoup plus compliqué, là. C'est 2 + 1, ouais. C'est 3, exactement. Mais à chaque fois, vous voyez comment le geste se fait
de façon manuelle, là, sans que j'ai besoin de réfléchir. En fait, il faut juste que je suive la consigne, ultimement pour une machine qui a été programmée, là, une machine qui a été commandée, une consigne qui a été commandée. Et ça se fait comme automatiquement, comme matériellement, sans qu'on ait besoin de réfléchir. Pas dans l'universel que tu décrivais tout à l'heure, Non. si je comprends bien. Poincaré a écrit un livre qui s'appelle Logique et mathématiques, là, puis il y avait une belle image. Il disait, c'est comme si tu prenais un cochon, tu l'envoyais dans une machine, puis à la fin, tu avais des saucisses. Comme si, dans le fond, il s'était passé une transformation là, de quelque chose, mais sans que tu aies besoin de comprendre cette transformation-là. Une transformation purement mécanique, à la fin, tu as des saucisses. Fait que tu as ton 1, tu as ton autre 1, tu les mets dans la machine, paf, ça sort en 2. Mais ça s'est fait purement manuellement, sans que tu aies besoin de réfléchir. Whitehead disait ça aussi, il disait calculer, c'est vraiment... calculer, il faut que ce soit comme... qu'on le fasse sans penser. Leibniz disait ça aussi, là, le moins possible en pensant. Le moins possible en pensant à ce que représentent éventuellement les nombres que tu calcules. Simon? Ah ben ça me rappelait qu'une fois, j'ai été à Cuba puis j'ai vu un jeune garçon qui, en une fraction de seconde, pouvait faire des additions ultra rapides. Donc, il pouvait tourner comme 20 dominos, puis en une seconde, faire la somme. Donc, je me disais, justement, c'est comme presque... comme une photographique. Instinctif, Ouais, ouais. C'était pas une série de raisonnements là, qui l'amenait à calculer si rapidement. Leibniz avait aussi l'image du fil d'Ariane. Là, moi, je faisais ça dans les scouts. T'es dans le noir, puis tu suis un fil. Puis t'as pas besoin de penser où tu vas. Tu fais juste mettre ta main, puis suivre le fil, puis le fil va te mener à destination. Là. Mais il compare ça à ça, là, le calcul, ou là, lui, il appelle ça la logique symbolique aussi. Mais c'est ça l'idée. C'est de suivre la chose en pensant le même possible. Whitehead disait, si tu penses, tu risques de faire des erreurs. J'ai aussi un oncle qui est professeur de mathématiques, puis il me confiait que la plupart des grands mathématiciens ont fait leur découverte très jeunes, en fait. À l'inverse des philosophes, que souvent les grands philosophes, c'est plus passé 50 ans qu'ils écrivent leurs grandes œuvres. C'est comme s'il y a une différence entre justement calculer et penser, ou en tout cas la sagesse est simplement... Je suis vraiment moins bon en maths que quand j'étais en 536 au secondaire. Laurence Gonin-Tremblay, est-ce que tu en viens, pour conclure, est-ce que tu dirais que l'intelligence est une faculté proprement humaine? Là, c'est ça, c'est encore la question piège de tantôt que tu as posée à Simon, là. C'est une faculté proprement humaine au sens où, c'est ça, quand on insiste, surtout le c'est quoi est encore plus important que le pourquoi parce qu'il est présupposé, là, mais quand on voit l'immatérialité de l'intelligence, cette spécificité-là de son objet, on est obligé de reconnaître que visiblement, les animaux ne l'ont pas, les machines ne l'auront jamais. Ce ne sera pas possible d'assembler une machine qui développe une faculté immatérielle telle que l'intelligence. Mais on découvre aussi, quand on s'y attarde, que l'intelligence humaine, c'est une intelligence quand même assez faible, assez bizarre, parce que elle naît ignorante, hein? Elle naît sans aucun talent, sans aucune connaissance, tout à acquérir, à travers la sensation, à travers des expériences qui provoquent des erreurs, là, comme quand j'étais jeune puis je pensais qu'un homme avait nécessairement les cheveux courts. Puis, ça nous pointe que peut-être il existe des intelligences, disons, plus normales. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal, une intelligence qui est incompétente à ce point-là. Même les plus brillants sont un peu tarés, c'est ça que tu nous dis. On est tous égaux en ignorance quand on est. Il y a beaucoup de bugs dans nos intelligences. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il existe d'autres intelligences, là, dont Simon va nous parler, mais qui sont plus représentatifs de ce qu'est véritablement l'intelligence, en un sens. Laurence Gonin-Tremblay, doctorante en philosophie et grande amie d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup.